L'Australien Jack Finlay, vice-champion du monde en 1968. Toujours sur la route, on continue à tourner presque toute l'année et on n'a pas de maison et il existe des sacrifices et aussi il existe des bénéfices et c'est une vie qui me plaît beaucoup. Qui nous plaît beaucoup car elles, les épouses ou les compagnes, ne sont pas les moins passionnées. Vous l'avez accepté tout de suite? Oui, parce que j'aime les motos. J'aime les motos, j'aime la vitesse, j'aime surtout l'ambiance, l'atmosphère. C'est assez spécial. Et vous êtes prêt à continuer à vivre comme ça si longtemps qu'il le fera. C'est à lui de décider. Ce n'est pas moi qui l'arrêterai en tous les cas. T'es déjà allé au carnaval, Venise? Ça ne m'intéresse pas du tout. J'y suis allé une fois. Les filles qui sont sur les chars sont magnifiques. Elles vous lancent des fleurs. Vous en attrapez une, quelqu'un arrive, paf, pique le bouquet, arrache. Je suis resté avec les queues dans la main. Ça te rappelle quelque chose, ça? Oui, j'ai entendu dire, mais je connais ce truc-là, j'ai entendu ça. C'est pas le Continental Circuit, ça. Je ne reconnais pas. Attends, on va te le remettre. Oh, c'est tellement vieux. Nanou, première Nice. Nanou, tu m'as dit que tu allais avoir 90 ans cette année. Oui, au mois de septembre. Donc, tu as roulé ta bosse, hein? C'est pas te faire injure que de dire ça. Non. Oui, mais c'était très agréable. À Lyon, dans un milieu quoi, ouvrier, artisanat? Non, bourgeois. Mon père était ingénieur. Ingénieur conseil aux hospices civiques de Lyon. Ingénieur architecte. Donc toi, tu as eu quoi, une vocation jeune ou pas? Non, non, pas du tout. J'étais dans un milieu de... les familles dispersées. Ah oui. J'avais un papa qui travaillait, une maman que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée très tard. Très très tard. Et j'ai été élevé par ma grand-mère. Et donc, tu as eu envie de prendre la route? Non, parce que je me suis mariée à 17 ans, en prévenant mon mari que je me mariais pour être libre. C'est vrai? Non. Et il était... Si, je divorçais en mois de juillet. Je me suis mariée... Ah oui, je me suis mariée en novembre et au mois de juillet, je partais. Il est vivant, il est marié, il a 3 enfants. Tu te mariais pour pouvoir quitter la maison familiale, c'est ça? Pour être libre. Quand il y a une grand-mère, une bonne, et... non, c'était pas quitter quelque chose, je voulais être libre, c'est tout. Et quand j'ai divorcé, il est revenu parce que on ne s'était pas vraiment quitté. Moi, je le prenais pour un bon copain, c'est tout. Ouais. Et lui, c'était pas du tout dans l'intention. Il m'a suivi presque toute ma jeunesse. Et puis finalement, je me suis remariée avec lui. Je suis partie aux États-Unis. Et puis bon, ben, après, je suis entrée. Moi, je suis pas faite pour le mariage. Je veux ma liberté, c'est tout. En même temps, bon, on renonce à faire une famille et des enfants. Étant enfant de divorcé, ayant des parents qui étaient séparés, oui, je reconnais Toutes que... les femmes n'étaient pas comme ça à ton époque. Oh non, moi j'étais le scandale de la famille, ça, je le sais. Et alors après, comment se retrouver dans le milieu de la moto? Ben, c'est quand je suis revenu des États-Unis en 54. Il y avait un café où nous allions souvent avec un... C'était un peintre. Et je posais beaucoup pour lui, en casque d'or, parce que j'étais très blonde, des cheveux très longs. Et je posais pour lui en casque d'or, et c'était un peintre qui était gay. Casque d'or par rapport à Simon Signoret, non? Non, on m'appelait casque d'or parce que je ne sais même pas si elle avait fait son film à ce moment-là. Non, on m'appelait casque d'or parce que j'avais des cheveux longs et très, très blonds. Puis j'étais en fait... Non, j'étais mignonne quand même. Et on allait toujours dans ce café chez Ferdinand. Avec ce peintre gay. Avec mon gay, là. Oui, Choupette, qui était adorable. Un très joli garçon, en plus. Quel dommage. Et il avait repéré une table où il y avait 2 mecs. Et les 2 mecs qui étaient pas mal, c'était Jacques Insiamini et Jacques Collot.
Alors, bon, la table a été installée à côté de celle de Collot et de Anciamini. Et je suis parti avec Jacques Anciamini. Carrément. Ouais. Voilà. C'était 55, 54, 55. Et alors après, Sermini, qui était un pilote de moto. Ah oui, ça c'était. Alors là, j'ai changé des 4 roues, je suis passé à 2 roues. Là, tu as découvert le monde de la moto. Alors. Oui, là c'était une découverte parce que je suis allé sur un circuit, c'était à Moulins, je crois. C'était bien parce que j'avais des talons hauts, jupes courtes, très affriolantes, et il tombait des cordes. Alors avec mes talons hauts dans la boue, c'était pas très affriolant, mais j'avais trouvé ça formidable parce qu'il y avait une bagarre entre Anciamini et Collot. Et j'avais aimé, ça m'a plu tout de suite. Ça m'a embarqué. J'ai dit voilà ce qu'il me faut. J'ai continué avec Jacques Anciamini. Je suis resté presque 9 ans avec Jacques Anciamini. Mais on s'en sortait bien, c'était bien. C'était vraiment la vie de bohème alors. Oui, parce que le soir, on descendait le sommier avec des cordes. Je ne sais pas le plafond avec le nez, mais enfin, c'était restreint. Il fallait grimper là-dedans, puis il fallait en sortir le matin. Mais moi, j'aimais, c'était bien, c'était la bohème, ça me plaisait. Et alors après, il y a eu l'arrivée de Jack. Ben, Finlay est arrivé sur ces entrefaites parce que Jacques voulait faire le record de je ne sais plus quel record sur le circuit de Montlhéry. 59, 60, 59. Là, tu te rappelles la première fois où tu as croisé le regard de Jack Finlay? Tu as un souvenir de ça? Non. Non, il était avec nous, il habitait même à Paris avec nous, parce qu'il fallait quand même le loger, il fallait s'en occuper. Lui, il est arrivé d'Australie avec sa valise. Sa valise, sa femme et 2 gosses. Elle a décidé de rester en Angleterre quand elle était enceinte du 2e. Jack, lui, il a continué la route du Continental. J'ai commencé le Continental avec Anciamini. Il y avait Jean-Pierre Beltoise, il y avait Fenstadt. C'était déjà des gars qui montaient. Et il y en avait pas mal, qui étaient des jeunes qui grimpaient. Christian Ravel. Oui, Christian Ravel, qui aurait dû être un peu plus guidé. Oui, et comme il se tirait toujours la bourre avec Offenstadt, c'est ce qui a perdu. Il a coûté la vie. Qui a rendu Finlay absolument furieux, mais furieux. C'est vrai. Il est rentré dans la caravane, il s'est changé, il n'a pas voulu rester en cuir. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ça va, ça va. Et je l'ai vu partir. Puis c'est après que j'ai compris. Il était en colère pour Offenstadt. Oui, parce qu'il a dit tu as quand même plus d'expérience que Christian, et c'est toi qui l'as foutu en l'air. C'est vrai? Ah oui. Ils se tiraient une bourre, mais terrible, tous les deux. Il était derrière et il regardait ça. Là-bas, il fait ça un peu. Ah, mais moi aussi. Non. Et puis c'était la course. Et puis j'ignorais que Jack était furieux de ça. Et Jacques n'a pas compris ça. Je ne sais pas, la mentalité des pilotes, je n'ai jamais voulu discuter là-dessus. C'est vrai? Le gars, non. Un gars sur sa moto, c'est à lui de décider, c'est pas aux autres. Tu as bien vu qu'il y avait des tempéraments différents. Ben oui, quand on n'a pas d'expérience, on veut toujours battre le copain, on ne regarde pas les risques. Moi, je le comprenais comme ça, mais ça... Puis Jack c'était un gentleman, je pense. Il n'aimait pas les coups fourrés. Et quand il se changeait et qu'il repartait, je disais, ah, il y a eu quelque chose. Et bon, il allait régler ses comptes. Jack, t'es jamais imaginé en colère? Ah, il y a des pilotes qui l'ont vu en colère. Enfin, Eric l'a vu en colère. Les pilotes. Ouais. Toi, on pourrait en parler sans fin des pilotes, parce qu'il y en a eu tellement. Ils ont tous quelque chose à dire. On n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent, mais c'est leur point de vue. On ne peut pas discuter là-dessus. Moi, je ne juge pas là-dessus parce que chacun son tempérament. Il y a aussi un instinct qui joue. On aime ou on n'aime pas la personne qui est devant. « 69, c'est la pire et c'est celle du film. Oui, parce que 68 a été une année formidable. Il fait vice-champion. Oui, c'est là où il cavalait après Ago, qui disait « Mais il m'embête, celui-là, il finit par un jour par me taper. » Jérôme s'intéresse à la moto au Grand Prix. Il voit Jacques deuxième. Il se dit là, je tiens mon sujet. Ah oui, le pilote privé contre le pilote d'usine. Oui. Et en 69, malheureusement, c'est la pire année de Jack. Jamais j'ai vu une année pareille. Oui. Et en plus, en accident. Toi, tu as connu l'époque où il en mourait régulièrement. Je crois que c'est en 69 qu'il y a eu 9 pilotes
ou la moto, le L'amant de moteur qui Billy serre. C'était idiot, ce Bill Ivy. Qui était si gentil. Mais oui, il était adorable. J'adorais ce gars-là. Puis ils s'entendaient tellement bien avec Mike et l'autre qui avait enfin trouvé un vrai bon copain. Oui, Ah oui, ça c'est vraiment un vraiment bon copain. Ils entendaient admirablement. Ils vivaient ensemble dans ce grand appartement là. Mais Bill, c'est une erreur bête. Il a voulu rattacher son casque, c'est vrai, ça. tout simplement. Oui, parce Et que. la moto, il a lâché l'embrayage à ce Puis moment-là. c'était la moto, à ce moment-là, les C'est motos, vrai, ça tout. sert. Hein. Et il était en train, dans cette descente, il a vu que son casque lâchait, il a lâché, et hop, dans le mur. Et ça a été net, là, net. Alors là, tout le monde était consterné, parce que Bill Ivy était une figure, il était adorable, ce gars-là. Il avait toujours le sourire, toujours un mot aimable, il était gentil, il racontait des blagues. C'était une personnalité qui était indispensable dans un parc. Et je sais que j'ai beaucoup regretté pour Mike. Mike venait à Paris en vacances chez nous, à Saint-Raphaël et tout. Mike était un très très bon copain de Jacques Sermini. Mais Mike Elwood, c'était quand même le plus grand, non? Pour Le moi, plus oui. talentueux. Oui. Mais je pense pour beaucoup de gens, même. Mais de toute façon, il peut rester dans les annales de l'histoire, Mike, parce que personne n'a jamais pu arriver à ce qu'il faisait. Je vois à l'île de Man, il a couru dans 4 catégories, il a fini 4 fois premier. Et l'île de Man, c'était pas une petite histoire. Parce que celui qui a vu l'île de Man, qu'on le fasse en moto, à pied ou en voiture, c'est quand même vachement impressionnant. Les Anglais, ils ont toujours été à part. Enfin, c'est eux qui ont fait la Ah, course. c'est à part. Ils ont ça dans le sang, quoi. Oui. Ça, c'est une autre mentalité. Il y a les Anglais et les Italiens. Bon, maintenant, il y a les Espagnols en plus. Ça se joue dans ces 3 pays-là, principalement. Oui, mais surtout l'Italie, Oui. plus que l'Espagne. Oui. Enfin, au début, Maintenant, oui. en Espagne, il y avait surtout les petites cylindrées. Ils n'aimaient pas les grosses cylindrées. C'était pas leur truc, les grosses cylindrées. Et les sicars. Et des sicars qui disparaissent de la circulation, alors que c'était pourtant un grand, grand spectacle. Les sicars, c'était quand même fantastique. Quand les gars sortaient du panier. Ah oui. Parce qu'après, ils ne sortaient plus. J'étais pas très proche des sicars. Les sicaristes, c'était un clan. Donc, ouais. Eux pouvaient décider d'une grève et que personne ne pouvait rien faire parce qu'ils n'étaient pas une cinquantaine sur le circuit. Il y avait tout de suite une vingtaine d'attelages, c'était le maximum. Non, il y a eu des gens extraordinaires. Dans la moto, j'ai connu des gens fantastiques, vraiment Et toi, fantastiques. ça a été ta vie pendant 10... Ah, moi, ça m'a permis de pendant vivre. presque 20 ans, le 20 Continental. 24, 24 ans. ouais. Donc, tu en as croisé du monde. Ben, c'est-à-dire que c'était très curieux parce qu'à force d'être sur les circuits, puis moi j'adorais ça de toute façon. Moi j'aurais pu changer de pilote, tant pis, du moment que j'étais sur le circuit. Ça s'est passé un peu comme ça avec Jacques Sermini qui a lâché la moto quand il a eu son titre. Et je suis parti avec Jacques Finet. Il est vrai que Jacques Sermini, on ne s'est jamais quitté avec Jacques Sermini. Toujours été très très copains. Et je suis parti avec Finlay parce que Jacques Sermini a signé un contrat avec Holiday on Ice. Il est parti aux États-Unis. Et avec ses copains, qui étaient tous des haltérophiles, parce que Jacques Sermini faisait de l'haltérophilie. Ah ben, moi j'étais content qu'il ait un métier. Il avait un métier. Alors il faisait du tremplin au-dessus d'une piscine. Alors inutile de vous dire qu'ils ont souvent bu le bouillon. Hein. T'es très élégant, très certain. Non, j'essaie de me maintenir quand même, au moins de ce côté-là, quand même. On peut essayer de vieillir, sans vieillir en trop moche, on peut essayer de se maintenir. Ça se voit peut-être pas, mais je tiens beaucoup à mon aspect. Non, on doit être représentatif quand même. On n'est Donner pas... le meilleur de soi. Donc Jacques, il ne pouvait pas te faire beaucoup de cadeaux. Si. Non, il ne pouvait pas, mais je n'en demandais pas. Oui, J'avais mon argent, moi, je ne m'occupais pas de ça. Je n'ai jamais été intéressé par l'argent. Jamais. Ouais. Et par contre, j'avais de l'admiration pour les pilotes. En même temps, Jack et toi, vous couriez après l'argent quand même. C'était difficile. Non, il avait sa paye, il avait sa paye. Lui. Comme pilote? Ah oui. Oui, mais là, il sa paye. Regarde, Bah, rappelle-toi non. le film qu'on voit dans Continental, quand il casse la moto. Ah qu'il oui, a mais loué ça, tout là, ça, c'était... Il a l'agonie financièrement. Oui, ça c'était au départ, quand il a eu cet accident avec la moto du gars anglais qui était super sympa. Là, il a fallu qu'il sorte À Spa, 400 livres. C'était le prix d'une moto. Et après, il avait récupéré la Java de Billy V. Et il a serré. Il est tombé à Imola.
C'est là où on l'a emmené à la pharmacie. Là, Jacques était sur le ventre, sur une table sur le ventre, et je sais toujours, l'infirmier avec une pince qui enlevait les morceaux d'herbe, un petit caillou ici, du dos. Jacques avait le dos couvert de gravier, d'herbe, de machin et tout. Les pilotes, pour toi, ils avaient un caractère courageux ou finalement ils étaient juste. Oh, c'était des mordus. Voilà, Non, ils non. avaient la passion. Non, non. J'ai eu des gars qui n'avaient pas un rang pour rentrer chez eux. Ouais. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais il m'est arrivé de donner 100 francs à l'un ou à l'autre, ou d'emporter 200-300 sandwichs en me disant bah, tiens, c'est pour la route. Ça m'est arrivé, sachant très bien qu'il n'y avait pas d'argent, ou qu'il n'y avait pas assez d'argent pour rentrer, mais c'était des mordus. Non, ces gars-là, par contre, je les admirais. Et donc, quand tu parles d'argent, justement, tu as vu l'époque où l'argent a commencé à arriver avec les Japonais et les en sponsors. 61. 61, ouais. Dès le début. 61, 62, ça a commencé. La première fois qu'on a vu les Japonais débarquer, c'était à Spa. Et dans cet hôtel, il y avait aussi des Japonais. Puis en bas, il y avait une salle où ils jouaient au ping-pong. C'était très curieux, la réaction des pilotes, de certains pilotes. Il y avait John Arthur, Jim Weinman, un autre. Philoride, hein? Non. Philoride a toujours été un peu à part. Il n'avait pas tellement à côté. Il n'y avait pas une forte sympathie avec Jim Weinman qui prenait beaucoup de place, qui aurait facilement évincé quelqu'un. C'était pas facile. C'était un dur, hein, Jim Weinman, non? Dur dans les affaires. Surtout dur avec les autres. Oui. Eh bien, ces trois-là, ils ne s'adoraient pas. Enfin, ils n'étaient pas non plus. Eh bien, ils jouaient au ping-pong, c'était des grands éclats de rire, et ils gagnaient, ils sautaient. J'ai bon, t'es dit, on ferait bien n'importe quoi pour avoir une matou japonaise. Ils voulaient séduire les Japonais, c'est ça? Oui. Ils faisaient la parade. Oui, c'est à celui qui fera le mieux pour avoir la moto. Parce que c'était du spectacle pour les Japonais, ça. Mais c'était assez marrant, d'ailleurs. Et le rapport avec les Italiens, avec les Agostini, avec... Ah, j'ai adoré Agostini. Ouais. Ah, toujours, d'ailleurs. Il me montre qu'il a vraiment plaisir à me voir. C'est un gars qui est d'une égalité, d'une courtoisie, d'une politesse. C'est un plaisir d'avoir affaire à Giacomo Agostini. Et il aurait pu bien s'entendre avec Mike. Il y avait cette dualité, mais je crois que ça fait rien. Il y avait comme une bonne courtoisie entre eux. Oui, il y avait une admiration, ils se respectaient. Oui. Parce que, d'ailleurs, quand il a failli le battre en 67... J'étais en tête par toute la course. Et le dernier tour, j'avais 7 secondes d'avantage. Je dis bien, je réveillais la victoire, tu sais, avec Mike. Parce que battre Mike à l'île de Man, ce n'était pas pour tout le monde. Non. J'ai cassé la chaîne. C'était pas une victoire, mais Mike, il m'a dit aussi, il m'a appelé, il m'a amené avec lui. Il m'a dit, non, aujourd'hui, c'est toi le... Oui, 20 mois, c'est toi parce que tu étais en tête, tu as eu pas de chance. Moi, j'étais content parce que tout le monde, quand je vais en Angleterre comme ça, tout le monde, il parle de la course avec Mike. Je trouve que c'était élégant, quoi. Non, c'était un sportif dans l'âme, Michael Wood. And the smooth Halewood style was there. En fait, pourquoi êtes-vous remonté sur une moto? En 1974, j'ai eu un mauvais accident en Formule 1 et j'ai perdu un an en opération et rééducation de toutes sortes pour mes deux jambes. Et après, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai donc émigré en Nouvelle-Zélande avec ma famille et pendant 3 ans, je me suis vraiment ennuyé et j'ai eu envie de revenir courir en Europe. J'ai alors opté pour une épreuve que je connaissais très bien, le Tourist Trophy. J'ai réappris à piloter et j'ai choisi l'île de Man parce que personne ne conduit vraiment à la limite sur ce circuit. Et cela me donnait une meilleure chance de réussite. J'avais une bonne moto et tout s'est bien passé. Cela n'était pas très sérieux, mais je l'ai quand même fait. Tu es connu du milieu de la course, le Continental Circus. Oui, d'accord, mais enfin, ça fait plus de 20 ans sur un circuit. On connaît le pilote, après on connaît le pilote avec sa femme, puis après on connaît le pilote, sa femme et son enfant, après on connaît le petit. Tu as connu plein d'enfants qui sont devenus des pilotes. Oui, qui sont devenus des pilotes par la suite. C'est un peu C'est très curieux. Ouais. Non, quand on n'a rien à voir avec la moto, de décider un jour d'être pilote de course, c'est particulier. Tu vois, il
une inspiration. Il faut être mordu déjà de la vitesse. De toute façon. Parce que vous connaissez la vitesse avant de connaître la mécanique. Complètement. Parce que quand vous commencez à connaître la mécanique, je ne dirais pas que le sentiment pour la vitesse diminue. Mais ça permet de juger davantage, de réfléchir un peu plus en disant bon, la vitesse c'est bien, mais il faut que la moto elle marche. Non, mais complètement. De toute façon, quand on est pilote, on oublie la notion de vitesse. Oui. On s'y habitue. Ce n'est pas quelque chose qui nous impressionne. C'est Non. aller vite. C'est aller vite. Comment tu as rencontré la Pérousas et qui vous propose à Jack et toi ce film-là? Nous étions en Irlande, on a vu débarquer un mec avec une sorte de chapeau mou, un vieil imperméable sur le dos qui lui tombait aux genoux, enfin aux pieds, pardon, et qui s'est présenté, Jérôme La Pérousas, je voudrais faire un film, il a commencé à discuter avec Jacques et tout. Voilà, il n'a pas lâché. Non, il n'a pas lâché. J'ai vu qu'il vous a filmé déjà à l'île de Man, en 69. Mais si tu avais pu voir le film qui a été présenté à Cannes et qui a été applaudi, il y avait quand même... Combien il a duré? 2 heures. Non, presque. Ouais. Oh, je ne comprends pas que les gens soient restés assis. Ils étaient passionnés. 2h40 ou 2h45. Après, il a recoupé pour pouvoir sortir en salle. Parce qu'on lui a dit non, il faut que le film fasse 1 heure. Ils ont raccourci et ils ont axé sur la mort. Oui, c'est la première chose. Quand j'ai vu le film, j'ai pleuré. On a présenté ce film à Bordeaux devant des spectateurs. Moi, je suis planqué. J'ai pleuré. Je ne comprenais pas qu'on puisse présenter ça comme ça. Ils ont coupé toutes les scènes des passages de douane, soulever les tentes, les machins comme ça, les réunions dans le parc, des coureurs qui se réunissent, des grandes discussions, des grandes conversations. Parce qu'il a été présenté en Angleterre avec d'autres pilotes. Et eux, quand ils ont vu le départ, alors ça a sifflé. C'est vrai? Ah oui, les pilotes ont sifflé. Non, mais nous, on n'est pas comme ça. Parce qu'ils voyaient le film pour la première fois, ils en avaient entendu parler. C'était une ambiance extraordinaire. Une famille. Ça n'apparaît même pas dans le film. Alors qu'il y avait tellement d'atmosphère, tellement d'intimité et tout. Oui, mais c'était pas marrant. Le spectateur, il n'en a rien à fiche. Ben, on a coupé. Non, c'est ça qui m'a un peu fâché avec Jérôme. Il a fait un film commercial. Comment est-ce qu'on peut présenter des gars qui font des chutes, qui se cassent la figure, qui sont à l'hôpital? Ah non, ça c'est une chose à laquelle on n'a jamais pensé sur un circuit, qu'un gars pouvait se tuer. Jamais. Et puis, les spectateurs, ils viennent pas pour voir les pilotes tomber. Ils viennent pour partager le risque et être excités par ça. Et ça, c'est différent. Alors, j'ai voulu faire un portrait d'un de ces coureurs, un coureur privé, qui s'appelle Jack Finlay. Et j'ai voulu montrer cet univers assez fou, qui est la course motocyclette, donc, et qui est pour moi une espèce de western des temps modernes, et qui est la seule aventure intéressante de l'époque. Mon personnage, Finlay, est un personnage très étrange. Il est toujours second, si vous voulez. Il est toujours second. Et il a une femme qui, à l'encontre des femmes traditionnelles, le pousse à aller plus vite chaque dimanche. Et chaque dimanche, vous savez, il roule à 250 km/h et plus vite. Je ne l'en veux pas. C'était son idée à lui. Je ne peux pas le critiquer ni rien. Mais ce film-là, moi, chaque fois qu'on en parle, j'avoue que ça me serre un petit peu ça me fait mal au cœur. Ça me serre un petit peu la gorge. Oui, puis je crois que Jack, il ne devait pas trop aimer ça non plus. Non, il n'a pas... C'est pas la vie que j'ai eue, c'est pas la vie que j'ai vécue. Encore une fois, c'est pas ce qu'il y a eu dans la tête des pilotes. Et je suis bien placé pour en parler. Non. Quand on monte sur la moto, on veut pas mourir. Le gars, il monte sur sa moto pour aller vite. Alors, bien sûr, l'excitation, c'est qu'il veut chercher la limite. Ça, c'est autre chose. Bah, bien sûr. Mais ça, c'est de la vie. C'est le goût de la vie, ça. Et pour chercher la limite et que c'est de la valeur, il faut jouer un peu avec un risque. Hein. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de courage. Hein. Donc les deux sont liés. S'il y a une limite, il la connaît. Et ça ne l'empêche pas que la connaissant, il prend un risque et il sait qu'il va le prendre, le risque. Mais il le prend en parfaite connaissance de cause. Bah, si ça passe, il est tout content. Mais c'est pas sûr qu'il repasse le tour d'après au même endroit. Non. Il y en a un, je crois que c'est Keith Turner. Il lui parle de cette question et tout. Et l'autre, on dit c'est comme une drogue. De parler de la dépendance, de parler de la passion, de quelque chose qu'on a du mal à quitter, dont on a du mal à se passer. Mais la drogue, elle te détruit. Là oui, mais enfin, ça c'est imagé quand même. Jimi Hendrix à sa guitare, Jack Finlay à sa moto. Il faisait un parallèle. Oh non. Mais... On aime ça, on aime la vitesse, on aime sur les motos.
on est libre. C'était ce sentiment aussi de liberté que le pilote a sur sa moto. Il savait très bien qu'il prenait des risques. Moi, on m'a demandé à aller reconnaître des corps, il n'y a pas besoin de les reconnaître. On savait bien qu'il s'était tué et qu'il était là, avec la veuve à côté. Ça ah oui, plusieurs fois. Ah oui. Ben, j'étais une des plus anciennes sur le circuit. Je ne connais pas quelqu'un qui ait fait 24 ans de circuit. Non. Tu as vu l'arrivée de l'argent des sponsors et tout à coup, j'ai vu arriver les Japonais. Oui, le jour où les Japonais ont débarqué avec tout le matériel et l'argent, parce que là, il fallait discuter des contrats, il fallait discuter de l'argent, il fallait gagner, il fallait faire ci. Il y avait un tas de cinéma. Et là, la mentalité a changé. En l'espace de 10 ans, il y a une mentalité qui a été transformée totalement. C'était de l'argent. L'argent, on en a besoin, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, peut-être l'amour du sport, l'amour de la vitesse, l'amour des gars qui se défonçaient pour faire quelque chose, qui se privaient pour avoir une moto pour aller un peu plus vite, et essayer de finir, puis après essayer de gagner peut-être une course. Et ça, c'est une chose qui m'a énormément touché moi, dans les 24 ans de circuit. Pour moi, ça a été quelque chose d'important dans ma vie. Ah oui. J'ai admiré les pilotes, j'ai toujours aimé les pilotes. Ben, bien sûr. Moi, quand j'étais au départ du Grand Prix à Charade, quand Jack il venait d'avoir les Suzuki, j'étais qualifié loin derrière, mais j'étais sur la même ligne que lui, j'étais heureux, ça y est, j'avais réussi quelque chose. On ne peut pas expliquer ça aux gens, on ne peut pas expliquer au public où ils le ressentent. Peut-être que si on explique que chacun peut viser et obtenir quelque chose, même s'il n'y a pas que tout pour le premier, quoi. Moi, je disais, le gars qui arrive à finir la course, tant mieux pour lui. Il va repartir, il n'a pas un rond, mais il est content. Et moi, ça me suffisait. L'expression, le contentement de la personne, c'est tout un poème, ça. On ne peut pas l'expliquer, ça se ressent. T'as aimé la poésie qu'il y avait dans la course, quoi. Ah oui. C'est vrai oui, c'est vrai, parce que c'est le ronronnement des moteurs. Je me souviens toujours, à l'île de Man, on était en train de chauffer le moteur pour Jacques Filnet, puis d'un seul coup, j'ai dit « Francis, il y a une Norton ». J'ai reconnu le moteur, j'étais heureuse, comme si on m'avait fait une bague en or. En plus, je l'avais identifié, j'ai dit « c'est une Norton ». Et Francis il m'a dit « t'as reconnu ça ?» Je deviens l'expert. Hein? Ah non. J'ai l'oreille qui se développe. Ouais. C'était un sentiment. J'aimais ce truc-là, j'aimais le bruit. C'était incroyable quand les moteurs commençaient à chauffer, à partir. Puis j'aimais bien chauffer les moteurs. Parce que souvent on me disait, tiens, tu chauffes. Alors j'avais une frousse que ça s'arrête ce truc-là. La course, ça commence par le son. Hein. Quand tu arrives sur le circuit, c'est silencieux, puis qu'à un moment, les moteurs démarrent. Un départ de moto, c'est quelque chose d'incroyable. Ça y est. Ah, ça me prend au trip, oh là là. Par exemple, dans un parc de pilotes où on avait tous des caravanes par la suite, on était devenus riches là, on avait des caravanes. Et quelquefois, il y avait des cylindrées, par exemple des 250 où Jacques ne courait pas. Et moi, on me disait, tiens, tu veux pas garder Sarah, par exemple, Billy court en 200. Ah, j'ai dit, d'accord. Alors, la petite dormait bien et tout. Alors, c'était les 50, pardon. Et à ce moment-là, on passait, il y avait des motos qui passaient, on entendait c'était les 50 qui partaient. Le mot ne bouge pas. Le moto commence à partir, c'est un gros bruit de 50 qui démarre, ça hurle, mais c'est strident possible. Et à ce moment-là, et le monde m'a pleuré pendant toute la journée, pendant toute la course. J'étais consterné. Quand tu as arrêté d'aller sur les circuits, ça t'a pas manqué un peu ou t'as trouvé Non, parce que je n'aimais plus. T'aimais plus? Non, non. J'avais rompu les ponts. J'ai encore des contacts avec les pilotes après si longtemps, ça me paraît toujours étrange. Puis finalement, ben non. Et le temps qui passe, là, comment, quand tu te souviens de tout ça, ça te paraît lointain déjà maintenant ou c'est encore un peu Non, proche? j'ai encore beaucoup de choses dans l'esprit. Beaucoup de choses, des circuits, des moments un peu durs. Par exemple, d'aller reconnaître les gars, comme on demande de reconnaître un pilote qui vient de se tuer, ça c'est pas facile. Surtout que en plus de ça, j'ai la compagne, la femme qui est avec moi, qui me dit qu'est-ce qu'il faut faire Nano.
Et après, les pilotes français, tu les as bien connus, ceux qui sont arrivés à la fin des années 70. Ouais, peut-être. Ponce, Rougerie, Léon, oui, tout mais ça. c'était des Français. Ils étaient un petit peu entre eux. Oui, c'est ce que... C'est tout ça, c'était... Non, c'était le clan des Français, on n'y touche pas, ils sont entre eux, ils sont tranquilles. Ils n'ont besoin de personne, et s'ils ont besoin de quelqu'un, ils parlent anglais, ils se débrouillent. Ouais. Ils n'avaient pas besoin de moi. Moi, les Anglais, les Allemands ou même les Italiens venaient me voir parce que je servais d'interprète. Ouais. J'étais traductrice de leurs idées ou de quelque chose. Et Barichine, tu as connu un peu? Barichine, c'était un cavaleur. Mais il était adorable. J'aimais bien Barichine. Ah oui, très plaisant. Puis c'était un marrant en plus. Non, non, il était jeune, il était gai, il était dynamique. Puis un excellent pilote. Ah oui. Très bon pilote. N'en voyez pas, c'était un beau garçon, d'accord, mais c'était un sacré pilote. Tu te lasserais pas de me raconter tout ça? Ah, moi je suis dans le parc là. Ah non, je suis dans les caravanes, je suis dans les couchettes, je suis dans la flotte, je suis dans la boue. Non, je suis à mon aise. Ah ouais. Ouais. Non, il y a tellement de choses à dire. Bah, 24 ans c'est long, mais c'est la fin que je n'ai pas aimée, j'ai préféré m'en aller. J'aurais pu rester, je sais que je pouvais rester. De toute façon, Jacques, ça marchait déjà plus. Physiquement, moralement, tout le bazar. Et puis sur la moto, il ne marchait plus non plus. C'est-à-dire, j'ai couru derrière lui, oui, dans le Grand Prix d'Allemagne à Nürburgring en 1958, où par hasard j'ai fini 14e. Et sur le grand circuit. Et en 78, 20 ans après, je refais ça, c'était mon dernier Grand Prix, et j'ai fini 14e. Et après la course, j'ai dit, merde, en 20 ans, je n'ai pas fait le progrès, alors j'ai pris la retraite. J'ai toujours laissé une grande liberté à Jacques. Moi, j'ai jamais pris possession de, aussi bien d'un mari que d'un amant. C'était pas mon... C'était pas c'était moderne. Aujourd'hui, ça paraîtrait plus simple de dire je suis une femme libre, il n'y aurait pas de critique. Oh, bah, je suis libre. Toi, de ton époque, ça devait se... Ah, c'était scandaleux. Ah oui, non, ça je reconnais que j'ai été scandaleuse. Je couchais là, je couchais celui-là, je m'en fous. J'étais libre. J'ai toujours voulu jouer sur ma liberté. Je n'avais pas de famille, j'avais rien. J'avais les motos. Est venu les motos. Les motos sont arrivées, ça a été ma famille, ça a été terminé. On ne pouvait plus me prendre ma liberté, j'étais libre, j'étais tranquille, j'étais dans mon parc avec mes pilotes, point rare. Et c'était tout, ça s'arrêtait là. Tes pilotes, c'est vrai, tu étais la maman des pilotes. Ah ben, les pilotes. Je me souviens toujours d'un Japonais que j'aimais beaucoup, d'accord. Il s'amène un jour, puis dans la caravane, puis il me dit, Nanu-san, il m'explique qu'il a mal à une jambe. Je fais, bon, d'accord. Ben, je lui dis, enlève ton pantalon. Et j'ai regardé la jambe, ben, il avait un truc de nerf, ou je sais pas quoi. Alors on a pris la crème, je te masse le machin, je te masse le chemin, Nanu-san, d'accord. Voilà. Bien massé, je lui ai dit, mets ton pantalon, tu te barres. Ah, d'accord, ça allait mieux. Ben, il était content, et moi aussi. On me dit, mais tu me l'as dit dans le... Ben, je dis, j'allais pas faire un massage sur le pantalon quand même. Ah oui, c'est logique. Voilà, c'est ça qui me dépassait, c'est que je trouvais ça normal. Ah. Je vais t'aider. Ça a choqué certaines personnes, puis après on s'est dit, oh ben c'est Nanou. Bon, ben j'avais le dos comme ça, un petit peu arrondi, tout passait. C'était moi. Bon, d'accord, pourquoi pas. J'ai accepté beaucoup de choses finalement, mais je me suis aperçu que les gens arrivaient à comprendre que j'étais libre, c'est tout. J'avais pas d'arrière-pensée, même si j'avais trouvé un gars sympathique ou n'importe quoi, j'aurais pu essayer de lui faire la cour, d'être gentil et tout. Non, ça ne m'intéressait pas, moi c'était des pilotes. Je ne voyais que ça restait là, les pilotes. Et ça reste encore les pilotes. C'est bien, change rien à nous. Non, non, parce que je les ai aimés pour ce qu'ils étaient. Ah oui. Moi j'aime bien tout le monde, je les prends comme ils sont, et je les laisse aussi comme ils sont. C'est une grande sagesse, c'est une grande sagesse. Non, je suis plutôt dans la lâcheté parce que j'aime pas les salades. Être juge d'un truc, je suis pas dans la... En tout cas, c'est pas notre boulot. Non, c'est pas mon truc, ça. J'aime bien tout le monde. Allez. Si tout le monde m'aime bien, c'est le principal. Je te fais la bise. Avec plaisir. 65. Tu as quel âge, toi? 65, tu vois un peu. Bon, c'est un gamin. Je suis un gamin. Oui, ça va encore. C'est pour ça que je continue la course. Bien. Ah, même si je vais moins vite qu'avant, je prends encore du plaisir. Je prends encore bien du plaisir. sûr.
C'est pour ça que je dis, un pilote, il a quelque chose qui est accroché entre ses jambes et ses mains, c'est sa moto, c'est sa vitesse, c'est son plaisir, laissez-le faire. Il est grand, il sait ce qu'il fait, il ne marche pas vite, c'est son problème, c'est lui qui règle les poignets. C'est pas moi, personne d'autre. Un club de fin. Ok. Ben dites donc. Hein, là, on a eu 1h30 de discussion. C'est bien. Ah bon, tant que ça? Oui. Ah, mais j'ai pas l'impression que c'est pas... Ça passait vite en tous les cas. Vous revenez quand? La suite. Pour la suite. Pour le deuxième épisode. Oui, écoute, hein. Ah, c'était chouette. Ça marche. Bonjour, vous venez de regarder ce film jusqu'au bout, j'espère. Et si vous l'avez apprécié, vous cliquerez sur le pouce levé et le partagerez. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien de la cagnotte en donnant ce que vous souhaitez. C'est grâce à vos dons que ce film existe et que d'autres existeront. Merci.